Et bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée à l'élection municipale de 2020 à Besançon. Jusqu'à l'avant-dernier soir du second tour, nous accueillerons divers acteurs de la vie politique bisontine, bien sûr, mais pas seulement, des médecins, des chefs d'entreprise, des étudiants. Chacun aura sa place sur ce beau plateau situé sur une place emblématique bisontine, la place du marché. Avant de vous présenter nos invités, je vous invite à réagir en direct sur les réseaux sociaux grâce au hashtag BNTV 2020. Nous sélectionnerons des questions au cours de l'émission auxquelles nos différents invités pourront vous répondre en direct. Sans plus attendre, voici les invités de la semaine. 2 semaines après la fin du confinement, on observe un net reflux de l'épidémie de Covid-19 en Franche-Comté et c'est Pierre-Charles Henry, urologue à la clinique Saint-Vincent, qui est avec nous ce soir pour nous en parler. Bonsoir. Bonsoir Elias. Avec nous également Stéphanie Bourgeois, chef d'entreprise dans le numérique à Besançon. Ensemble, nous parlerons économie, opportunités et difficultés en cette période inédite pour nos entreprises. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Elias. Également sur le plateau, on ne vous présente plus, Ludovic Fagot, principal de collège et candidat, tête de liste du projet Besançon maintenant à la mairie de Besançon, sorti second du premier tour avec 24% des suffrages exprimés. Nous discuterons de sa vision et de ses projets pour Besançon. C'est le grand interview de la semaine. Bonsoir Ludovic Fagot. Bonsoir à vous. Tout au long de l'émission, Alexandra Fogli-Ournon nous accompagnera et nous dévoilera tout ce qu'il ne fallait surtout pas louper sur les réseaux sociaux et dans l'actualité locale. Alexandra. Bonsoir Elias. Avant de commencer cette émission, une question pour vous, Ludovic Fagot. La campagne s'est arrêtée brusquement au lendemain de l'annonce des résultats du premier tour. Comment la liste s'est-elle adaptée à ce changement ? Alors effectivement, nous sommes passés quasiment de tout à rien au soir du 15 mars, soir du premier tour, qui nous a porté en deuxième position avec 24%. Et c'est vrai que la priorité, et ma priorité, a été de mettre en œuvre avec l'équipe là où nous pouvions être utiles au territoire pour apporter vraiment notre solidarité à l'ensemble des Bisontines et des Bisontins. Et sans hésitation, de suite, j'ai appelé le maire de Besançon, Jean-Louis Fousseret, pour lui proposer mes services et lui proposer nos services, parce que je crois que cette période méritait en tout cas une grande période d'unité et un élan vraiment, et les échanges ont été vraiment très collaboratifs avec monsieur le maire. Ensuite, le deuxième objectif, ça a été de conserver vraiment un lien avec l'ensemble des Bisontines et des Bisontins, l'ensemble des acteurs ressources du territoire, bien sûr l'ensemble des colistiers dont certains sont ici sur le plateau, et c'est plus de 600 appels, un bon nombre de visioconférences qui ont été réalisées avec différents acteurs du territoire qui nous ont rejoints pour expliquer aussi un petit peu les conditions dans lesquelles ils étaient au quotidien. Et après, le leitmotiv, ça a été avec l'ensemble de la liste de construire des éléments de programme pour venir compléter et enrichir notre programme municipal qui prenait déjà tout son sens avec la morosité dans laquelle se trouvait la ville de Besançon. Et donc après cette crise sanitaire, nous avons travaillé avec encore une fois une base essentielle qui était pour nous l'économie, qui était de relancer bien sûr l'économie locale, parce que l'économie derrière c'est l'emploi, derrière l'emploi c'est du social, et il ne fallait pas rajouter de la crise à la crise. Et donc nous avons travaillé ardemment et nous sommes prêts aujourd'hui à le proposer aux Bisontines et aux Bisontins. Et nous reviendrons là-dessus longuement lors de notre grand entretien tout à l'heure, mais tout de suite on démarre avec le grand angle. Pierre-Charles Henry, rebonsoir. Vous êtes urologue à la clinique Saint-Vincent. Vous exercez depuis 15 ans maintenant dans cette clinique. Et si les Bisontins vous reconnaissent un petit peu plus aujourd'hui, c'est en partie grâce à cette vidéo. On la regarde. Bonjour, je me présente. Je suis le docteur Henry. Voici le docteur Gay. Nous faisons cette vidéo car nous avons besoin de vous. Je fais donc appel à vous. Voici le type d'équipement dont on a besoin. Charlotte ou cagoule, lunettes de protection ou visière, masques chirurgicaux ou de type FFP2, des gants et ce type de combinaison intégrale avec capuche.
Je me permets de vous donner un numéro de téléphone, car c'est moi qui vais centraliser les appels pour réceptionner vos dons. Il s'agit du 06 82 96 98 32. Nous comptons sur vous. Alors évidemment, quand je vois cette vidéo, la première question qui me vient, Pierre-Charles Henry, c'est est-ce que vous avez reçu beaucoup d'appels ? Oui, je pense qu'on a eu plusieurs milliers d'appels depuis la diffusion de cette vidéo. D'ailleurs, à peu près une demi-heure après qu'on l'ait postée, j'ai commencé à voir les SMS et les numéros de téléphone. Ça défilait à toute vitesse et j'avais vraiment plus le temps de répondre. D'ailleurs, on a été obligé de mettre une secrétaire à temps plein pour pouvoir répondre aux appels de dons. Mais ça a été un élan de générosité qui est fantastique. Hein. Ah bah c'est exceptionnel cet élan de générosité. Je pense que vous étiez aussi surpris de cet élan de générosité aussi immense ou pas du tout ? Oui, parce que moi je suis pas habitué à faire des vidéos entre guillemets qui font le buzz, hein, comme on dit au jour d'aujourd'hui. Et effectivement, c'est là où on se rend compte que vraiment les gens, les Français ont cette générosité à cœur. Question plus personnelle maintenant, qu'est-ce qui vous a le plus marqué vous pendant cette crise ? Je dirais c'est un peu la soudaineté, parce que c'est vrai que si on regarde fin décembre, début janvier, bon, il n'y avait pas vraiment d'affolement, on avait un petit compteur tous les jours, il y avait 5-6 malades, quelques décès, et puis c'est vrai que les autorités nous vendaient ça comme une grippe ou une grippette. Et puis c'est vrai qu'on ne faisait pas trop attention, on voyait pourtant les Chinois qui étaient en cosmonautes dans les autres pays. Voilà, après on peut se méfier des éventuels chiffres. Et c'est vrai que jusqu'à va dire début mars, on ne sentait pas vraiment de pression. Et à partir, je dirais début mars, on va dire la rentrée des vacances scolaires, tout d'un coup, il y a eu le cluster à Mulhouse, et finalement ça a mis le feu aux poudres. Et nous, à partir de là, c'est vrai que les autorités de santé nous ont dit de nous mettre à disposition. Et on est rentré dans un plan blanc. Donc c'est vrai que par rapport à Mulhouse, qui a tout pris dans la figure, si je puis me permettre, nous on a eu quelques jours pour s'organiser. Mais à partir du moment où on savait qu'on allait être confiné quelques jours avant, on nous a dit voilà, en 48 heures, il faut que vous soyez prêts. Et donc du coup, ma question qui en découle, comment avez-vous organisé cette logistique, si vous aviez un petit laps de temps pour pouvoir le faire ? Disons que nous, à partir de ce moment-là, quelques jours avant, on s'est dit il faut absolument qu'on essaye déjà de récupérer du matériel. Hein. Donc on a fait le tour de différentes entreprises, on a commencé à acheter des combinaisons, quelques visières, parce que on s'est dit voilà, c'est ce qui va nous manquer. Et après, on a été un peu pris parce qu'on s'est dit voilà, les CHU peuvent être éventuellement prêts. Nous, on était normalement en 3e ligne, on se retrouve en 2e ligne. Et finalement, on s'est dit avec quoi on va pouvoir protéger nos personnels, quoi. Et à partir de là, c'est vrai que c'est allé assez vite, quoi. Il y a eu des interactions avec le CHU ou les autres cliniques byzantines ? Oui, effectivement. C'est-à-dire que voilà, nous, avec l'élan de générosité qu'on a eu, on a pu protéger efficacement nos personnels, mais aussi on a pu redonner énormément. On est en train de faire une estimation pour faire des remerciements. On a dû aider à peu près 80% des EHPAD du Doubs, à peu près 200 à 300 médecins généralistes et autant d'infirmières, kinésithérapeutes, podologues. Et c'est vrai que là-dessus, on a eu des gros partenaires, notamment, je tiens à remercier, j'en profite, Sophie Guillain des emballages Guillain à Ornans, qui nous a mis à disposition 200 visières à usage unique, ce qui représente quand même un don de 100 000 €. Donc c'est vrai qu'on a pu aider énormément de gens. Alors en plus de cette vidéo, il y a aussi cette initiative d'une application web de certains de vos collègues, Covid, moi, un lit. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors c'est l'initiative d'un de mes associés, Vincent Bailly, qui est chirurgien urologue comme moi, et Romain Léger, qui est médecin urgentiste. Et en fait, ils se sont dit dès le début de la crise, voilà, il y a un problème. C'est-à-dire que chaque région est un peu indépendante et leur but c'était de se dire voilà, il y a beaucoup de patients qui arrivent en réanimation mais chacun a son système. Alors ça va du système papier, téléphone, chacun a sa petite application dans un coin et le principe c'était de se dire voilà, pourquoi pas avoir une application qui centralise, c'est-à-dire que je clique, voilà, je sais qu'éventuellement ma réanimation va être débordée à Besançon, j'ai des lits disponibles à Dijon ou dans d'autres structures. Donc c'est vrai que à partir de là, ils ont mis en branle les gens de l'ENSEM à Besançon, hein, et des ingénieurs aussi à Paris. Et c'est vrai que derrière, il y a eu tout un élan de mise en commun qui a permis la création de cette application. Alors malheureusement, elle n'a pas eu le temps de se mettre en application, mais je dirais cette fois, elle est prête, j'espère, pour ne jamais servir pour cette hypothétique, et j'espère jamais, deuxième vague de Covid. On l'espère également, bien évidemment. Moi, je voulais vous faire réagir justement à ce sujet. Stéphanie Bourgeois, vous êtes chef d'entreprise dans le numérique.
Qu'est-ce que vous pensez de ces initiatives-là avec des nouvelles applications pour pouvoir gérer tout ça? Alors j'ai envie de dire que la période était extrêmement propice justement à l'utilisation de ces outils numériques, que ça soit justement pour des besoins médicaux, mais que ça soit pour des besoins éducatifs également. On s'est rendu compte que c'était quelque chose qui n'était plus optionnel et qu'il fallait aujourd'hui mettre des moyens pour, mettre en commun et deux, créer des outils qui puissent servir à tout le monde. D'accord, très bien. Je pense qu'on va aller voir un petit coup Alexandra, qui a quelques petites questions qui sont tombées, il me semble, sur Alors, Internet. pas une question, mais un bravo. Réaction Facebook de Yves Blondeau qui dit bravo pour l'initiative de Pierre-Charles Henry et sa gestion exemplaire. Ouais, bah, voilà, Merci, des Yves. applaudissements. On les a pas ici en plateau parce que... Mais bon, voilà. je tiens à préciser que c'était toute une équipe derrière. C'est pas le Dr Henry, c'était la cellule logistique de don de la Clique Saint-Vincent. Donc il y a moi et puis il y a tous mes collègues. C'est un ensemble de chaînes logistiques. Évidemment, on les remercie. On les remercie également. Alors, petite question sur l'avenir. Comment vous l'imaginez dorénavant, cet avenir? Est-ce que vous le voyez avec cette fameuse deuxième vague qu'on peut craindre, ou pensez que... On a tous craint un moment, c'est vrai, au début du déconfinement en disant, voilà, on redonne un peu plus de champ, d'espace de liberté. Et est-ce que les gens qui ont été quand même très attentifs pendant cette période de confinement vont pas se lâcher un petit peu? Et on s'aperçoit que finalement, même s'il y a encore des incivilités, les gens font pas attention, finalement ça se passe bien. Donc j'irais tant mieux. Oui. Par rapport aux prévisions statistiques, de temps en temps, c'est bien de faire mentir les sondages. Oui. Voilà. Ça dépend lesquels. Mais on est bien d'accord dans notre sens. Voilà. Mais effectivement, je ne conçois pas pour les mois qui viennent, c'est sûr qu'on va avoir des modes de vie différents. Porter des masques, c'est vrai que c'est pas dans nos habitudes. Vous allez dans les pays asiatiques, ils s'en protègent à cause de la pollution, mais c'est pas des coutumes chez nous. Nous, c'est vrai qu'on est des latins, on aime bien se toucher, on aime bien s'embrasser. Là, c'est geste barrière. En gros, je t'embrasse, je mets 3 tonnes de gel hydroalcoolique avant et encore avec un masque. Donc voilà. Mais deuxième vague, pour l'instant, on s'en éloigne. J'espère qu'on n'en reverra jamais. Si jamais il y a un côté de saisonnalité, peut-être qu'à l'automne, on reverra peut-être une vague, mais peut-être moins importante. Mais le gros intérêt, c'est que maintenant, on est préparé. Et j'espère cette fois-ci, on a des masques. Oui, évidemment, on l'espère. Le Dr Fago, est-ce que vous vouliez réagir justement Alors, là-dessus, effectivement, c'est vrai que le docteur Henry parlait de la culture un petit peu asiatique sur l'hygiène. Et on a échangé durant ces visioconférences avec des personnes qui sont, elles, installées en Chine et qui nous ont dit qu'effectivement, ça faisait partie vraiment de la culture chinoise, notamment d'un point de vue hygiène, donc de porter le masque et avec des conditions très, très drastiques. Mais nous avons vécu vraiment une période qui marquera, je pense, nos vies, notre histoire, je pense aussi, et puis aussi nos consciences. Aujourd'hui, il va falloir prendre l'habitude de vivre certainement autrement, peut-être avec le virus, parce que va-t-il disparaître, va-t-il réapparaître, ça aujourd'hui, on ne le sait pas, mais il va falloir vraiment vivre autrement. Et cet état d'urgence qui a été déployé par l'État, et notamment avec cette loi d'urgence dès fin mars, autour du 22 ou 23 mars, je ne sais plus exactement, nous a permis vraiment de prendre conscience de l'état dans lequel nous étions aujourd'hui. Et d'un point de vue ville, parce qu'on va parler aussi de la ville de Besançon et dans les projets à venir, puisque c'est aussi ça qui nous anime dans le cadre des élections de 2020, c'est qu'il va falloir mettre en place des mesures d'hygiène et sanitaires qui protègent davantage aussi les Bisontines et les Bisontins et qui appellent aussi peut-être à des modifications de nos modes de vie. Ça peut passer éventuellement, puisque j'en ai fait la proposition au sein du conseil municipal, c'est de créer un stock aussi vital pour la ville de Besançon pour demain pouvoir protéger les Bisontines et les Bisontins et le personnel aussi de la ville. Un stock d'équipements, bien sûr, de protection pour la ville, mais c'est aussi dans nos aménagements urbains. Dans nos aménagements urbains, prévoir des espaces aussi pour pouvoir se désinfecter les mains. On n'en voit pas aujourd'hui dans les rues, donc c'est certainement nécessaire, mais peut-être aussi prévoir des poubelles type Covid. On voit malheureusement des incivilités aujourd'hui fleurir avec des masques dits FFP1 qui sont jetés par des inconscients par terre. Et bien peut-être
peut-être aussi avoir des poubelles type Covid, nettoyer aussi, pourquoi pas, davantage nos poubelles, ou encore d'autres installations qui pourraient fleurir dans les différents secteurs de vie, mais aussi avoir, il me semble, et c'est assez important, d'avoir une grande campagne de communication en destination donc, des Bisontins et des Bisontines, mais aussi en direction de nos écoles, puisque nous avons une délégation au sein de la ville et un service au niveau de l'hygiène et de la santé, et qu'il faudrait peut-être réorienter dans le cadre donc, de cette hygiène type post-Covid pour pouvoir accompagner les familles et puis les enfants donc, dans ces éléments-là. Et après, il y aura inévitablement nos attitudes face au travail. Le télétravail a pris davantage sa place durant cette période-là. Il faudra l'accompagner, et aussi dans nos modes de déplacement. Alors on voit malheureusement fleurir des initiatives qui ne sont pas forcément très fructueuses aujourd'hui, notamment ce qu'il se passe sur la liaison, l'amitié, le secteur de l'amitié. Vous parlez de cette voie cyclable avec les bus. Une voie cyclable où il y a très peu de cycles dessus, et qui est même dangereuse à certains égards. Nous avions et nous voulons développer donc, ce qu'on appelle les autoroutes cyclables, avec un anneau cyclable interne, un anneau cyclable externe, type ce qui se passe à Strasbourg, et avoir des connexions par des anciennes voies de chemin de fer, par des voies de délestement sur des espaces qui appartiennent donc à l'armée notamment, et avoir une grande boucle cyclable extérieure, une boucle cyclable intérieure, avec des connexions entre. Et ça, c'est l'avenir en tout cas de Besançon, par ce biais-là, qui n'oppose pas ni les voitures ni les cyclistes, mais au contraire qui permet d'avoir ce développement multimodal et commun à tout le monde. D'accord. Merci beaucoup en tout cas pour ces informations. En tout cas, Alexandra, vous vouliez nous dire quelque chose, il me semble, sur les réseaux sociaux. On a encore des réactions. Oui, alors on avait reçu en message privé des questions pour le docteur Henry et monsieur Fagot, mais je crois que vous y avez déjà répondu en fait. Pourquoi avons-nous moins l'habitude de ces pandémies qu'en Asie, et comment mieux s'y préparer? Mais je pense qu'on a déjà bien évoqué la question. Merci beaucoup, en tout cas à tous, d'avoir répondu pour l'instant à ces questions. Et de la santé, on va passer à l'économie. Maintenant, nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Stéphanie Bourgeois, cofondatrice d'une start-up à Besançon. Ce soir, les Bisontines et les Bisontins ont la parole. Stéphanie Bourgeois, alors même question qu'à Pierre Charles. Pour vous qui dirigez une société numérique, comment ça s'est passé ce confinement? Alors tout d'abord, merci de m'inviter pour me donner la parole. Alors je dirais que le confinement, alors qu'est-ce qu'on fait tout d'abord pour que je me présente un minimum. Donc je suis avec mon associé qui est ma sœur dans la vie, Julie Boucon. On a créé une application qui s'appelle Holy Holy, qui permet aux enfants de 3 à 12 ans de parler anglais. Alors je dirais que juste avant le confinement, il y a eu quelques villes de France qui ont été tout de suite mises en confinement, comme le Grand Est par exemple. Et ce qu'on avait proposé, nous, c'était justement la gratuité à tous les professeurs qui souhaitaient faire utiliser notre application dans les familles. Donc on a fait cette proposition dans le cadre d'une association qui s'appelle EdTech France, et je dirais que le lendemain, la France a été mise sous confinement, ce qui fait que cette proposition a été valide pour toute la France, et le ministère de l'économie et des finances ainsi que le secrétariat en charge du numérique a retenu notre solution pour justement, enfin la préconiser en termes d'apprentissage de l'anglais pour ces classes d'âge. Donc on a été un petit peu débordé par la demande immédiatement, mais c'était plutôt une bonne nouvelle. Donc pour une fois, je dirais, la solution a été mise en avant par son côté très pédagogique. Et pour nous, c'était vraiment un rebond énorme. On a eu des pics de téléchargement énormes. On a eu vraiment une belle mise en lumière par ces canaux, par le ministère. Et c'était une période vraiment faste pour nous, on peut dire. Ouais. Oui, donc vous avez connu, dans cette crise, une belle opportunité. Est-ce que vous avez connu quelques soucis également? Alors, une belle opportunité parce qu'aujourd'hui, les outils numériques, comme je le disais juste précédemment, aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'est la clé. C'est-à-dire que l'école avec une maîtresse en présentiel, c'est fantastique. Mais les outils numériques ne sont pas à opposer avec ça. Ça peut être également un outil dans les classes. Et je dirais que ça a pris toute sa place justement quand c'est les parents qui se sont mis à faire la classe qui est un petit peu dépourvue.
Donc le numérique aujourd'hui, je pense que c'est une ressource à vraiment considérer dans les apprentissages, dans la vie. Et on ne peut pas s'opposer en tant que parent à dire on interdit les écrans. Il faut en faire vraiment un usage intéressant, intelligent, limité dans le temps évidemment, mais on ne peut pas les priver de tout. C'est un facilitateur. Alors exactement, et c'est quelque chose par lequel les enfants doivent passer. Alors est-ce qu'on a eu des déconvenues lors de ce confinement? Pas tellement, dans le sens où nous, on a une équipe qui est basée un petit peu partout en France, entre Orléans, Lyon, Paris. Donc on a toujours travaillé en home office. Il y a des bureaux, on a des bureaux à Besançon, également à Station F à Paris. Mais nous, on réglait ça par 30 minutes de réunion chaque matin, chacun chez soi. Et on se donnait les ordres de la journée pour dire ce que chacun allait faire. Donc je n'ai pas vu d'inconvénient à ce confinement. Hormis le fait de ne pas voir les autres et d'être confiné chez moi, mais voilà, c'était une période extrêmement chargée En pour fait, nous vous, et ça fait propice. des années que vous travaillez comme beaucoup ont commencé à travailler pendant ce confinement. Ouais, alors je dirais que je crois que les entreprises ont pris toute la mesure du fait qu'il faut faire confiance aux salariés et qu'en étant à la maison, ils sont pas là pour jouer avec les enfants et faire du jardinage. Ils ont une mission à faire et justement, les salariés ont pu prouver qu'ils étaient aussi efficaces, voire plus, en travaillant à la maison qu'au bureau. En tant que chef d'entreprise, vous connaissez également parfaitement le marché bisontin. Quelle est votre vision pour celui-ci après la crise du Covid-19 ? Alors, j'ai entendu aujourd'hui qu'il y avait 60 milliards d'épargne sur les livrets A, les comptes bancaires des Français qui ont été épargnés pendant cette crise du Covid. Je crois que la consommation repart un peu, mais peut-être pas à la hauteur de ce que tout le monde espérait. Et je crois que c'est de notre responsabilité individuelle de ne pas acheter sur Amazon et sur tous ces grands sites, mais plutôt d'aller pousser la porte de nos petits commerçants, des maraîchers, des primeurs, de tous ces gens qui font la vie du coin. Et puis c'est notre devoir que de dépenser chez eux et de ne pas dépenser sur les sites internet pour faire marcher l'économie de la ville, être sûr que ça sera pérenne et que ça va pas fermer. Pour vous, c'est le secret pour que l'économie à Besançon, ça rebondisse ? Il n'y a pas d'option. Il n'y a pas d'autre option que jouer le jeu, c'est-à-dire jouer le jeu et aller voir les commerçants. Quand les restaurants vont réouvrir, ça sera l'occasion peut-être de repousser leurs portes, de connaître des adresses qu'on ne connaissait pas précédemment. Mais je dirais que les petites économies qu'on a fait pendant cette période, c'est le moment de la réinjecter dans l'économie de la France et l'économie de nos villes qu'on aime tant. Vous êtes d'accord avec ça, Ludovic Fagot ? Ouais, complètement. Moi, je souscris complètement aux propos de Stéphanie Bourgeois. C'est vrai que pour avoir contacté et vu bon nombre de commerçants locaux qui ont pu ouvrir et eu la chance de pouvoir ouvrir parce que c'était des commerces de bouche, donc ils ont vu vraiment un afflux massif. Désormais, il va falloir aussi qu'on le joue local avec nos commerçants type restaurateurs qui ont eux aussi à un moment donné à ouvrir, qui ont pu ouvrir en tout cas en livraison ou en drive. Certains s'y sont essayés et je crois que cet élan de générosité et de solidarité a fait son chemin. Et quand je parlais tout à l'heure de prise de conscience, elle va être aussi là. La prise de conscience, elle est sanitaire, elle est d'un point de vue hygiène, mais elle va être aussi d'un point de vue économie, d'un point de vue économie locale. Et là-dessus, on est vraiment, je pense, en parfait accord sur ce schéma-là. Alexandra Fogli, ça réagit sur les réseaux sociaux, je crois. Tout à fait. Une question Facebook de la part d'un commerçant de la boucle pour Madame Stéphanie Bourgeois. Est-ce que vous pensez que le web peut sauver le commerce local qui a été durement touché ? Alors, j'en suis convaincue. C'est-à-dire que je connais pas mal de développeurs qui ont été vraiment assaillis de demandes pour développer des petits sites internet pour pouvoir vendre leurs productions. Je pense qu'un site internet, aujourd'hui, il y a des sites qui coûtent vraiment pas grand-chose du moment où c'est le commerçant lui-même qui le remplit. Et je pense qu'avoir une vitrine ouverte sur internet, c'est toujours bon, quoi. Donc, j'invite tout le monde à avoir son petit site internet. Ça coûte pas grand-chose et ça peut vraiment servir dans ces moments-là et se faire connaître. Il y avait une autre question ? Oui, une autre question pour Monsieur Fagot. Pensez-vous, comme une autre candidate, qu'il faut restreindre l'accès à la boucle aux piétons ?
Alors, encore une fois, je l'ai évoqué tout à l'heure sur les anneaux cyclables et puis ces autoroutes cyclables qu'on a prévu d'installer dans le cadre du projet avec l'équipe Besançon maintenant. Je ne pense pas qu'il faille opposer en tout cas l'ensemble des déplacements entre piétons, vélos, voitures ou transports en commun. Je crois que chacun a sa place aujourd'hui. C'est repenser aussi un petit peu notre urbanisme comme il a été fait. Nous sommes sur un schéma aussi qui est de dire aujourd'hui, dans notamment nos transports en commun, qu'ils puissent dans la plupart du temps, s'arrêter à l'extérieur de la boucle, donc aux abords des différents ponts avant l'entrée au centre-ville, et de pouvoir ensuite desservir le centre-ville par de la navette électrique, de manière à avoir un autre moyen au sein de, en plus en site propre, avec ces navettes électriques. Donc on est sur ce schéma-là, mais aujourd'hui je pense qu'il ne faut pas opposer donc, ces éléments-là. Une autre question? Oui, encore une question. Pour le foncier et les bureaux, pensez-vous que Besançon peut voir arriver beaucoup de télétravailleurs de grandes villes? On est justement ici dans un espace de coworking privé. Je ne sais pas qui veut répondre, Stéphanie. Alors juste un petit mot. Je pense que les Parisiens ont énormément souffert pendant cette période de confinement. En plus, il faisait très beau, il faisait très chaud. Et je dirais qu'ils se sont rendus compte que le luxe, c'est juste un petit bout de terrain. Pour juste prendre l'air. Et je les ai vraiment plaints parce que j'ai parlé à pas mal d'entre eux pendant cette période. Et je pense qu'aujourd'hui, la campagne, et Besançon est une ville moyenne, mais qui a des campagnes très proches. Enfin, vraiment, il y a la forêt autour, c'est une ville verte. Je pense vraiment qu'on pourrait tirer notre épingle du jeu en termes d'attractivité avec juste 2h15 de TGV pour aller à Paris, quoi. Enfin, vraiment pour compléter ce que vous évoquiez, je lisais un article dernièrement qui parlait de la revanche des villes moyennes. Et je crois que Besançon a un vrai atout à jouer dans cela. On est une ville verte. Là où nous nous trouvons sur la place du marché, place de la Révolution, que moi j'appelle plus facilement la place du marché, on voit qu'on a des espaces de verdure vraiment très proches de nous et autour de nous. Donc il est vraiment assez intéressant et charge à nous aujourd'hui de promouvoir notre ville, de la rendre vraiment attractive et faire en sorte que nous puissions la développer. Et pour la développer, il faut aussi que nous ayons des entreprises qui viennent s'y installer parce que derrière, on a tout pour faire et on a vraiment des atouts majeurs pour notre ville et accueillir vraiment du monde. Parmi ces atouts majeurs, vous pensez à quel type d'atouts? En matière d'atouts majeurs, on parle de tout ce qui est espace vert, mais on a aussi l'architecture, on a une ville culturelle aussi qui est magnifique. Puis on a un cadre de vie aussi qui nous permet de vivre assez sereinement. Même si on a, et on y reviendra donc dans les semaines à venir, donc des éléments à travailler en matière d'incivilité et d'insécurité qui sont grandissants sur le territoire, mais on y reviendra. Mais je crois qu'on a une ville magnifique en matière culturelle, d'architecture, en termes d'espace vert et où il fait bon vivre, avec aussi de la qualité gastronomique et d'une convivialité aussi qui est la force, je trouve, vraiment de notre ville et de notre région. Une quatrième question, je crois, sur les réseaux sociaux. Alors, c'est pas une question, en fait, c'est une réaction du collectif BBRBU qui nous disent que les restaurateurs et les bars de Besançon nous écoutent et nous voient dans bas du studio. Et évidemment, on les salue, on pense à eux et à leur réouverture prochaine. Oui, on les remercie de nous suivre aujourd'hui pour cette grande première. Je rappelle le hashtag BMTV 2020. Vous pouvez continuer de réagir avec nous tout au long de cette émission. Merci beaucoup Stéphanie pour avec toutes ces informations. Je vous invite à rester avec nous pour la suite, car tout de suite, c'est la revue des réseaux sociaux. Alexandra Fogli-Ournon, vous êtes colistière de l'équipe Besançon maintenant, et c'est vous qui assurez cette semaine, et on l'a remarqué, la veille sur les réseaux sociaux. Oui, alors retour sur les réseaux sociaux qui nous auront bien aidés pendant cette période de confinement. Alors à titre personnel, c'est sûr, pour les activités pour les enfants, pour apprendre à faire du pain ou du yoga. Mais j'avais surtout envie de partager avec vous aujourd'hui les plus belles initiatives que j'avais repérées sur les réseaux, donc Facebook, Instagram et Twitter. On vous écoute. Alors c'est notamment grâce à Facebook qu'on a pu garder du lien avec nos restaurateurs préférés et ça c'était plutôt une bonne nouvelle. Les fermetures les ont contraints à se réinventer en nous proposant de la vente à emporter et c'est pas le même métier donc bravo à eux.
beaucoup de restaurants ont joué le jeu et ont utilisé ce réseau qu'est Facebook pour communiquer leurs cartes. Et je crois que leurs clients ont joué le jeu aussi en partageant en masse leurs cartes et toutes leurs initiatives. Alors moi, j'ai vraiment eu le coup de cœur pour la combinaison fleurs, vin, repas qui a été proposée par le petit atelier rue Verso en se groupant avec le caviste d'à côté et puis le fleuriste d'un peu plus loin. On avait vraiment besoin de ça, je crois, pendant le confinement. Et après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'ils ont rencontré vraiment un grand succès? Il y avait des quantités limitées qui étaient atteintes assez rapidement en général. Est-ce que c'est un service qui continueront par la suite, après leur réouverture, puisqu'il est assez complémentaire? Pourquoi pas? Pourquoi pas, c'est vrai, pourquoi pas? Alors on en parlait tout à l'heure, on parlait du digital et comment il pouvait aider en fait les autres commerces byzantins. Le confinement a mis en lumière en fait une start-up byzantine qui s'appelle Tickers et qui proposait déjà avant la crise en fait des services de e-commerce local avec du click and collect et de la livraison pour les commerçants de Besançon. Et pendant la crise, pendant le confinement, on a pu repérer une grande activité sur les réseaux sociaux, mais évidemment derrière. Ils se sont investis très fort dès le début du confinement pour proposer à la fois la gratuité de leurs services et puis rentrer un maximum de produits. Et donc les commerçants, comme des libraires ou comme des primeurs, ont pu tester cette marketplace rapidement et gratuitement. Et puis il y a des nouvelles solutions qui se sont rajoutées, à savoir un drive, donc, qui vient de commencer, je crois, il y a quelques jours. Et puis des bons d'achat. On a vu pas mal d'initiatives de solidarité, puisque les bons d'achat en fait, permettaient d'apporter un peu de trésor aux commerces qui étaient fermés. Très bien. Toutes ces initiatives, vous en pensez quoi autour de cette table? Vous trouvez Stéphanie? Je dirais que toute initiative des commerçants qui ont joué le jeu et qui ont complètement bouleversé leur quotidien et qui ont proposé justement des paniers à emporter, des solutions qui n'existaient pas précédemment. Ça, je trouve ça admirable et c'est très français de savoir se réinventer. Souvent, on dit que les Français ne savent pas changer et râlent, mais il semblerait que quand ils sont contraints, ça se passe super bien, ils sont très inventifs. Alexandra, je vous laisse continuer. On continue avec d'autres belles initiatives. Alors on n'oublie pas les artisans et la solidarité. C'est également sur Facebook que s'est constitué un groupe couturiers et couturières solidaires. Alors grâce à ce groupe, en fait, elles ont mutualisé leurs compétences et leurs fournitures pour coudre plus de 6000 masques en tissu pour les structures associatives de la ville. Et ça, c'est vraiment une chouette initiative dont j'avais envie de parler parce qu'elles l'ont fait de façon assez discrète finalement. Et il y a beaucoup d'associations qui ont pu continuer leur travail grâce à leur couture et grâce à ce travail. 6000 masques, c'est énorme. J'ai envie de vous faire réagir. Pierre-Charles, vous en pensez quoi? Je trouve que c'est super, c'est vraiment une initiative géniale. Et puis je dirais aujourd'hui, si on veut parler propreté et respect de l'environnement, je dirais vaut mieux porter des masques en tissu que ces fameux masques chirurgicaux FFP1 qui viennent de Chine, hein, parce que vous voyez l'impact carbone, tout le pétrole qu'on utilise. C'est vrai que c'est très bien pour se protéger, mais le tissu, et en plus on fait travailler nos entreprises locales. C'est vrai que moi je connais quelques industriels qui sont reconvertis, hein, leur cœur de métier n'était pas du tout initialement le masque, et puis du coup ils se sont mis à acheter des machines et à faire des masques en tissu. Donc je dirais c'est génial quoi, bravo, et en plus on a tout. Alors voilà, vive le slip français. Maintenant on aura, au lieu d'avoir des glaçons, on aura des slips sur la fête. Au moins c'est sympa, ça rajoute une note d'humour dans cette période un petit peu difficile quoi. Évidemment. Alexandra? Alors d'autres structures associatives en fait qui sont plutôt discrètes habituellement et qui ont pu être mises en lumière et remerciées via les réseaux sociaux. J'ai repéré sur Facebook 2 initiatives beaucoup partagées par les Byzantins. Celle de Radio Sud Besançon, dont les animateurs ont convaincu plusieurs commerçants et grandes surfaces de faire don de denrées alimentaires et qui ont ensuite livré ces colis alimentaires aux plus démunis. Et puis la deuxième, donc celle-ci a eu quand même 214 partages sur Facebook. Donc je crois que ça a vraiment touché les gens, les Byzantins. Et la deuxième, c'est de l'association Culture, Éducation, Épanouissement et de l'association franco-turque de Château-Farine, qui ont distribué des paniers repas aux étudiants du Crous, qui eux étaient assez isolés, loin de leur famille et démunis. Vous pensez quoi de toutes ces initiatives, Ludovic Fagot? C'est la solidarité.
C'est la solidarité et Besançon est cette ville humaniste que nous représentons aussi au sein de cette liste, parce que je crois que personne n'a le monopole de l'humanisme aujourd'hui. Et moi, je voudrais aussi le dire, parce que certains colistiers aussi sont repartis tout naturellement pendant cette période de confinement à leurs premières occupations, qui est celle de l'engagement solidaire. Et ils ont apporté leur aide au quotidien. Et je crois qu'on peut féliciter l'ensemble des initiatives qui existaient pour certaines déjà depuis très longtemps et qui se sont mobilisées très massivement et un grand bravo, et qui fait la fierté aujourd'hui de notre ville et de notre territoire. Évidemment, on les félicite tous ici sur ce plateau. Alors, direction Twitter maintenant. Le petit oiseau bleu, c'est ça? C'est ça. Et un peu de chauvinisme byzantin. Puisque sur Twitter, c'est la découverte de l'équipe du professeur Delabrousse au CHU de Besançon qui a suscité l'engouement, avec plus de 158 partages de l'article de la presse du Doubs. Donc en fait, leur étude présentant un éclairage bien utile sur le Covid a été publiée dans une revue médicale spécialisée, internationale, puis dans la presse locale. Et en fait, les tweetos l'ont massivement relayé, cette info, à Besançon et ailleurs, pour essayer de faire remonter l'info dans les médias nationaux. D'accord. Pour une fois, on peut être fier des Byzantins parce que c'est une première internationale. C'est les seuls qui ont montré justement l'impact du virus au niveau pulmonaire, et effectivement, aucune équipe ne l'avait produite jusqu'avant. Donc on peut leur tirer nos chapeaux et on peut dire vive Besançon. Évidemment, vive Besançon et vive Monsieur Delabrousse et toute son équipe pour cette fabuleuse découverte en tout cas. Oui, tout à fait. Je crois qu'on aime tous quand Besançon rayonne comme ça. Alors, quelque chose d'un peu moins réjouissant et rayonnant pour finir. La vraie tendance sur les réseaux sociaux depuis le déconfinement, en fait, ce sont les constats d'incivilité. Et on l'a évoqué déjà avec les masques jetables. Jetables, ça ne veut pas dire jetés par terre, en fait. Les détritus abandonnés dans la nature, les poubelles qui débordent. Donc j'avais repéré 2 posts sur notre propre page. En fait, le post qu'on a fait à ce sujet a eu plus de 190 partages. Je crois que c'est un sujet qui tient à cœur. Et qu'on est tous responsables en fait de l'image de notre ville. Et d'ailleurs, la ville a réagi en partageant un message stop aux incivilités avec une photo de masques posés dans la grande rue. Donc voilà, c'est un sujet qui tient à cœur des Byzantins, et on est tous responsables de l'image de la ville. Donc il faut se mobiliser pour en donner une autre. Et qui est au cœur du programme de votre liste. Besançon maintenant. Merci beaucoup Alexandra pour toutes ces infos, toutes ces belles initiatives mises en place depuis le début de ce confinement. Très bien, alors tout de suite, on passe à l'interview de la semaine. Alors, hop là, Ludovic Fagot, pour démarrer cette interview, moi j'avais une petite question à vous poser. Qu'est-ce que vous avez fait durant ce confinement ? Comme je vous le disais au début, donc on a vraiment continué à travailler avec l'ensemble des colistiers, mais surtout aussi continuer à être au plus près de nos acteurs ressources du territoire, que ce soit les commerçants, que ce soit les entreprises, le secteur associatif, avec qui on a gardé du lien par de nombreux appels téléphoniques. Je vous dis plus de 600 appels téléphoniques aujourd'hui. Et puis avec qui aussi on a pu travailler avec des responsables économiques, notamment sur des échanges par visioconférence pour bien comprendre la difficulté qui pouvait être la leur dans cette période un petit peu complexe, mais aussi dans le cadre des mois à venir, parce que je crois que les difficultés vont être aussi maintenant devant nous pour certains secteurs d'activité. Alors, il y a évidemment cette question-là. Moi, j'ai une question plus politique à vous poser. Le 28 juin prochain aura lieu le second tour de cette élection. Et comment poursuivre cette campagne municipale aujourd'hui à l'heure du Covid-19 ? Bon, il faut déjà se réinventer dans le cadre de la façon de faire, de la méthode, et on le voit aujourd'hui avec ce lancement de la Besançon Maintenant TV. C'est un outil digital dont on a fait derrière la promotion tout à l'heure, parce qu'on ne peut pas passer à côté de cela. C'est une autre façon aussi d'aller toucher les Byzantines et les Byzantins, mais c'est aussi travailler au plus près d'eux avec
revenir un peu aussi sur du print, du document papier, pour pouvoir être au plus près des Byzantines et des Byzantins. Et ça, je crois que c'est assez important. Mais vraiment, l'essence même de notre programme et de ce qu'on a pu travailler, de ce qu'on a pu travailler, c'est tout le vecteur économique. C'est ça aujourd'hui vraiment l'essence même et ce qui va animer, à mon sens, cette deuxième partie de campagne des élections municipales. Parce que derrière la crise sanitaire, on voit arrive déjà cette crise économique et puis ce drame social aussi qui va arriver derrière. Donc, bon, nous avons vu émerger des différents dommages collatéraux derrière, hein, notamment sur le volet économique, et on doit tout faire pour ne pas rajouter de la crise à la crise. Alors, en préparant cette émission de ce soir, moi, je regardais un petit peu les derniers chiffres de l'INSEE. Les derniers chiffres de l'INSEE, donc, on nous annonce donc une chute de 20% de notre PIB, ce qui est quand même assez considérable. Et c'est la plus grande récession depuis 1948. C'est-à-dire que pour aujourd'hui, depuis un certain nombre d'années, nous n'avons jamais connu cela depuis l'après-guerre, donc de 39-45. Donc le contexte électoral aussi le fait. Donc on le sait très bien, avant chaque élection, qu'elle soit présidentielle et municipale, on va dire celle qui touche le plus la population, il y a souvent une période d'inertie parce que les exécutifs sont un petit peu à l'arrêt, on attend que les nouveaux exécutifs arrivent et puis ensuite les exécutifs installés relancent les projets structurants de territoire. Mais là, on a eu le contexte électoral, en plus le contexte sanitaire, et on est encore dans un contexte électoral. Et on voit aujourd'hui que 70% des grands donneurs d'ordre, ceux qui passent des marchés publics, ce sont les communautés de communes, ce sont les communautés d'agglomération, ce sont les grandes métropoles, et aujourd'hui très peu sont installés. Très peu sont installés, donc c'est pour ça qu'il fallait pouvoir revoter assez rapidement dans un respect aussi sanitaire. Il fallait bien sûr que la crise sanitaire le permette, et le Premier ministre, en écoutant bien sûr l'ensemble des scientifiques et du corps médical, a positionné donc cette date du 28 juin. Donc, justement, je ne peux pas passer à côté de cette question. Le second tour, c'est 3 listes à Besançon, et vous avez publié à ce sujet un communiqué pour demander à chacun, je cite, de prendre ses responsabilités. Est-ce que vous pourriez nous expliquer l'enjeu, selon vous, de ce second tour à Besançon ? Écoutez, je ne vais pas forcément plus le détailler que ce que j'ai détaillé dans le communiqué de presse. Aujourd'hui, je crois que chacun doit prendre ses responsabilités. On le voit notamment sur Lyon, Gérard Collomb a avoir pris ses responsabilités en étant arrivé derrière et décroché, ne pouvant pas gagner donc, ni la ville ni la métropole. Aujourd'hui, il y a un contexte qui est... moi, je ne souhaite pas et je refuse vraiment que ma ville et que notre ville, Besançon, tombe dans une décroissance économique et une insécurité qui pourrait nous être promise par une autre liste, notamment, qui est portée par un bloc rouge-vert et poussant à l'extrême gauche, puisqu'aujourd'hui, on pousse même à l'ouverture avec la France Insoumise sur cette liste-là. Donc, ce n'est pas du tout, en tout cas, ma philosophie. Ce n'est pas du tout, en tout cas, ce qui anime donc l'ensemble des colistiers. Aujourd'hui, il y a un candidat qui est arrivé 3e. Après un score donc, arrêté par les élections du 15 mars, à lui de prendre ses responsabilités par rapport à cela et de ne pas faire prendre de risques à la ville de Besançon. On va parler un peu d'économie. Maintenant, donc, durant ce mois, on le sait, l'économie c'est un grand thème de votre programme. Comment allez-vous l'aborder après cette crise ? On va l'aborder, on l'a abordé par les échanges qu'on a pu avoir en redéfinissant aussi à la marge donc, notre programme économique qui était déjà assez fort et très prégnant du premier tour. Donc nous, on n'a pas attendu cette crise sanitaire pour découvrir qu'il y avait de l'économie et que l'économie est un enjeu majeur pour notre territoire. Donc comme on l'a toujours fait, de façon très pragmatique et très méthodique, on s'appuie, et moi je m'appuie sur des chiffres assez prégnants. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, après 3 mois quasiment de crise sanitaire, nous sommes à plus d'1 million de chômeurs. Plus d'1 million de chômeurs, et on l'a vu dernièrement dans les analyses du FMI, le FMI annonce quasiment 10,3% de chômeurs sur le territoire national à la fin de l'année 2020. Donc c'est conséquent, et qui dit chômeur dit derrière crise sociale. Et on a vraiment notre part à jouer, à prendre en tant que demain à la tête d'un exécutif, qu'il soit municipal et aussi de communauté urbaine, pour pouvoir relancer l'activité. Et je l'ai vu également avec une grande source d'inquiétude dans l'entrée des jeunes sur le marché de l'emploi. C'est un vrai risque demain pour l'ensemble de notre tissu économique. Alors qu'il soit
des PME, des TPE, puisqu'on le sait que ça touche et que notre tissu local industriel est touché et porté par nombre de TPE et PME, mais aussi par nos commerçants, nos artisans et nos restaurateurs qui ont aujourd'hui un rôle à jouer dans le développement économique. Donc au sens large. Mais on pourrait aussi parler des acteurs associatifs qui dégagent aujourd'hui un certain nombre de fiches de paye, donc qui ont des salariés, et donc il faut qu'on soit proactif par rapport à cela. Donc on a... Je me permets une seconde de vous couper, je crois qu'on a quelqu'un sur les réseaux sociaux qui vous pose une petite question. Alors, j'ai deux questions en fait. Une d'ordre général. Ludovic Fagot, allez-vous créer un conseil municipal de l'économie pour aider à relancer la ville, en regroupant par exemple des chefs d'entreprise? Je reprends le micro. Alors, c'est pas tout à fait un conseil municipal de l'entreprise. Je ne sais plus comment c'est exactement édité par l'internaute là qui se connecte. Mais je pense que demain, un adjoint, qu'il soit notamment à l'agglomération, puisque vous savez que la compétence est à la communauté urbaine, mais il va falloir qu'il y ait un conseil économique en lien avec les consulaires qui puisse être réuni régulièrement en lien avec les élus en charge du développement économique pour continuer à travailler donc avec les acteurs ressources pour bien comprendre aussi l'évolution du monde économique, parce qu'aujourd'hui je pense qu'après cette période post-Covid, l'économie ne sera plus pareille. Nos vies ne seront plus pareilles. Donc il va falloir vraiment réorienter et réinventer cela. Donc il faudra travailler avec les consulaires, mais aussi avec les forces vives qui voudront s'engager dans ce comité technique du monde économique qu'on pourra créer en lien avec les vice-présidents et élus en charge du dispositif. Est-ce que ce rebond de l'économie à Besançon, c'est une priorité pour vous? Oui, c'est incontournable. C'est incontournable. On ne peut pas se résoudre à l'échelon national d'avoir 1 million de chômeurs depuis 3 mois. C'est la crise qui nous a emmenés dans cela. Et d'avoir plus de 10% de chômeurs à la fin de l'année 2020. Donc inévitablement, Besançon et la communauté urbaine du Grand Besançon devra prendre sa part de responsabilité dans la relance de l'activité économique. Et c'est pour cela que ce que nous proposions déjà à l'initiative dans notre programme, notamment avec la mise en place de marchés simplifiés, puisque vous savez qu'il y a une loi qui est sortie donc au mois de décembre 2019, qui permet aujourd'hui pour des marchés publics à hauteur de 40 000 euros, donc hors taxe ou 48 000 euros TTC, de ne pas forcément lancer des publications et de pouvoir se soustraire indirectement donc à tout ce qui est appel d'offres pour pouvoir travailler en local. Et bien aujourd'hui, relançons donc l'activité économique locale par le biais de la loi qui nous permet de le faire. Donc voilà, on a des éléments de loi qui nous permettent et législatifs qui nous permettent de le faire, mais aussi comme on souhaitait le développer. On va prendre par exemple les commerçants et les artisans et les acteurs locaux restaurateurs. Le stationnement, tout simplement. Je crois qu'ils ont été assez satisfaits de voir que les parkings en surface étaient gratuits pendant cette période de confinement. Ils le sont toujours, mais je crois qu'à partir de début juin, on va repasser donc à une ancienne formule plus payante. Donc nous, on l'a toujours portée et on a été ravis de voir qu'une de nos propositions a été reprise pendant cette période-là avec une gratuité du stationnement donc entre midi et 14h. Et nous sommes sur un forfait demain à 3 heures pour 1 euro. Donc aujourd'hui, quand vous arrivez avec votre véhicule à midi, vous pouvez en repartir à 17h en ayant payé 1 euro de stationnement. Et ça, je pense que c'est une initiative à prendre de la part de la ville pour pouvoir relancer l'activité économique de son territoire. Voilà, ce sont des éléments qui font partie de notre programme. Je crois que ça réagit sur les réseaux sociaux, Alexandra. Alors, une question un peu plus précise du collectif BBRBU qui a proposé à ce jour à l'équipe municipale actuellement en fonction d'utiliser le budget de la fête de la musique, qui serait a priori annulé, pour l'organisation d'un événement Place de la Révolution en septembre et qui bénéficierait directement aux bars et restaurants byzantins. Quel est votre avis et seriez-vous prêt à aider dans ce sens pour relancer l'événementiel? C'était justement l'objet d'une question que j'avais préparée. Oui, la question, elle est très pertinente. Hein. Notre philosophie de programme, c'était et c'est toujours de remettre de la vie dans la ville. Puisqu'on a constaté depuis un certain nombre d'années une certaine morosité sur cette ville et un déclin de notre ville. Il faut la redynamiser, l'animer. Et ça passe vraiment par des acteurs
ressources comme les restaurateurs qui peuvent vraiment nous accompagner dans cette démarche-là. Moi, j'avais même proposé au conseil municipal dernièrement de pouvoir utiliser les chalets qui sont mis à profit donc, du marché de Noël, de pouvoir les ressortir en ce moment et permettre aux restaurateurs de les utiliser, soit place de la Révolution, sur les rives du Doubs, éventuellement pourquoi pas quand la citadelle ouvrira à nouveau donc, au sein de la citadelle pour pouvoir qu'ils puissent relancer leur activité et recréer aussi du chiffre d'affaires pour eux parce qu'ils en ont bien besoin. Donc oui, il faut relancer vraiment cette animation au cœur de ville, mais dans l'ensemble, j'ai envie de dire aussi des secteurs de vie de notre territoire, que ce soit sur le secteur des Chaperets, le secteur de la rue de Vesoul, la rue de Belfort, et animer l'ensemble de nos villes. Et les différentes associations qu'on a pu rencontrer durant cette période de campagne, qu'elles soient culturelle, qu'elle soit associative, comme vous parliez tout à l'heure, donc de l'association des Turcs de Château-Farine, l'association des Portugais que j'ai pu rencontrer, ils ont aussi à nous partager leur culture et leurs valeurs et donnons-leur la possibilité donc de pouvoir animer nos villes et pourquoi pas dès demain ici place du marché faire vivre un vrai marché des horticulteurs parce qu'ils en ont bien besoin aussi. Donc c'est ça l'animation. Donc moi je souscris pleinement à cet appel du collectif et je serais ravi qu'ils puissent travailler avec nous dans cette démarche-là. Toujours dans l'événementiel, est-ce que vous avez quelque chose de prévu pour le secteur du tourisme suite à cette crise de Covid-19 ? Alors sur le secteur du tourisme, on avait et on a toujours ce grand projet qui est tourné autour de Port-Citadelle. Et ça, c'est de l'économie. C'est de l'économie parce qu'on a une ville qui aujourd'hui, comme vous disiez tout à l'heure, Stéphanie, qui est à 2h15 de Paris. Et je pense que les Parisiens vont davantage regarder un petit peu sur ce qui se passe sur ces villes de province. Et Besançon a un vrai rôle à jouer et on a des atouts majeurs à porter. Donc on a le projet Port-Citadelle. Inévitablement, parce que c'est de notre responsabilité par rapport à la télécabine qui sera installée, il y aura un décalage dans le temps. Néanmoins, il faut savoir que ce projet touristique autour de Port-Citadelle qui comporte 4 entrées, le cœur de ville, les Prés de Vaux et puis toute la partie en direction donc, de la citadelle et le numérique, ce sont les 4 entrées autour du projet Port-Citadelle, eh bien c'est de l'investissement. C'est de l'investissement, donc nous voulons vraiment relancer vraiment l'économie par l'activité et ça passera par ces investissements et ces grands projets structurants, sans oublier non plus la partie donc, anciennement Saint-Jacques qui aura demain un rôle à jouer. Donc oui, le tourisme local. Alors on a vu que la barrière des 100 km était levée. On peut penser que les Français ne partiront peut-être pas si aisément à l'étranger, en tout cas dans les pays d'Europe, puisqu'aujourd'hui c'est en train de se discuter par rapport à la levée des frontières entre les pays européens. On a entendu le Premier ministre hier. Le Premier ministre qui s'est exprimé hier à ce sujet. Donc allons capter vraiment ces touristes français pour les faire venir sur notre territoire. On a vraiment des choses à porter. Et bien demain, pourquoi pas relancer pour nos touristes des grands des grands instants gourmands très développés. Pourquoi ne pas relancer demain un grand festival du cinéma en plein air et je crois qu'on a vraiment un rôle à jouer. Ce sont des propositions qu'on a pu faire dernièrement et qui ont été travaillées durant cette période aussi de confinement. Vous l'aurez remarqué, hein, pour ceux qui nous voient, nos web téléspectateurs, ce soir, il y a un tout petit peu de vent au-dessus de la place du marché à Besançon. Alexandra, il y a d'autres questions sur les réseaux sociaux ? Alors, plus de questions, mais juste une dernière réaction d'un internaute, Pascal Arnoux sur Facebook, qui nous dit « Le parking est l'un des symboles forts parmi beaucoup d'autres pour l'attractivité du centre-ville ». C'est vrai, c'est ce que vous nous expliquiez. Pour vous, c'est aussi une des clés ? C'est une des clés. C'est un coût certainement pour la ville, puisqu'on l'a vu, là on est quasiment à 180 000 € mensuels, si je ne dis pas bêtises, donc avec la levée des barrières de ces parkings en surface donc, sur les mois écoulés. Mais je pense que c'est un des leviers forts que la ville doit pouvoir mettre en œuvre pour redynamiser vraiment notre cœur de ville, mais aussi d'autres espaces et d'autres secteurs de vie à Besançon qui en ont bien besoin. Quand vous êtes vraiment sur le terrain, comme nous le sommes avec l'ensemble de l'équipe de Besançon maintenant, bon nombre de Bisontines, de Bisontins et de grands Bisontins et même de plus loin vous disent qu'est-ce que c'est cher vos parkings, et parfois donc ça met un frein aux touristes de venir ici. Donc on a un rôle à jouer et nous prendrons vraiment nos responsabilités sur ce secteur-là. J'avais une petite question durant cette période de confinement. Quelles ont été vos relations avec le maire actuel, Jean-Louis Fousseret ?
Elles ont été comme un citoyen bisontin, comme un élu responsable aujourd'hui dans le conseil municipal. Je pense qu'il faut savoir faire fi dans certaines circonstances de nos divergences politiques. Ça a été le cas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Moi, je n'ai pas hésité une seconde à l'appeler dès le jour du confinement pour lui dire qu'on était à disposition et que l'équipe était à disposition. Nous avons très longuement aussi échangé et régulièrement sur différents sujets, notamment en ce qui concerne ici le marché des Beaux-Arts, où il y avait une problématique à un moment donné donc, de flux des différents clients au niveau du marché des Beaux-Arts. Donc moi je l'ai appelé pour qu'il puisse intervenir auprès du préfet, ce qu'il a fait, et derrière à mon initiative, et donc on l'a fait conjointement, j'ai envie de dire, pour pouvoir augmenter la jauge à 50 clients dans le marché couvert. On a travaillé aussi sur d'autres éléments qui n'ont pas pu se mettre en place pour différentes raisons, mais on a en homme responsable, en homme politique et en femme politique responsable, nous avons vraiment œuvré dans ce sens-là, et je crois que c'est ça aujourd'hui l'engagement politique. Et dernière question pour terminer cet entretien. On a parlé d'économie. Quels seront les grands thèmes évoqués durant cette courte campagne jusqu'au 28 juin prochain ? Les différents thèmes, ils vont être nombreux, je pense. Aujourd'hui, bien sûr, l'environnement et les modes de déplacement, on en a abordé un petit peu tout à l'heure d'un point de vue hygiène, nous protéger. Et, je pense qu'il va falloir aussi y réfléchir et le porter au débat, et non pas d'un point de vue dogmatique, mais d'un point de vue vraiment très pragmatique, comme on le propose par rapport donc, à ces autoroutes cyclables et à ces anneaux cyclables qu'on veut développer à l'image de ce qui se passe sur Strasbourg. Inévitablement, les incivilités et l'insécurité, moi je ne peux pas me résoudre. Je ne peux pas me résoudre à cela aujourd'hui, donc on reviendra bien sûr sur ces thématiques-là. Mais les modes de déplacement, le tissu associatif aussi qui est très prégnant et très présent et qui souffre aussi et qui a souffert de cette crise sanitaire, parce qu'il va falloir aussi qu'il se relance, que ce soit nos écoles de musique, les clubs sportifs en tout genre. Toute la caractéristique aussi sociale, puisqu'on le dit et on le voit arriver avec une crise sociale derrière cette crise sanitaire, et on devra prendre nos parts dans des mesures fortes, pragmatiques et à mettre en place de suite au lendemain des élections du 28 juin. Merci beaucoup Ludovic Fagot. Je regarde Alexandra. Pas de questions sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci Ilyes en tout cas, et merci à l'ensemble des invités pour cette première émission et ce premier format d'une nouvelle façon aussi de s'engager en politique et puis de porter en tout cas les idées dans une période un petit peu singulière. Oui, merci à vous, et merci aussi à nos web téléspectateurs d'avoir été présents en nombre aujourd'hui durant cette émission. Vous pouvez évidemment revoir cette émission sur notre chaîne YouTube ou sur Facebook, ainsi que sur notre Twitter, et vous pouvez continuer d'interagir avec nous grâce au hashtag BMTV 2020. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités, de nouvelles thématiques, de nouveaux contenus uniquement sur BMTV. Belle soirée à vous et bon week-end.